Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Donc nous sommes le 3 juillet 2022 et il y a 60 ans, un pays naissait au monde et suscitait d'énormes espoirs ici et là. 60 ans après, bien des espoirs ont été délaissés, pour ne pas dire autre chose. Et avec mon ami Mohamed Bakir, nous allons essayer de faire un peu le fil des événements depuis cet été 62 jusqu'à aujourd'hui pour tenter de raconter peut-être quelque chose pour l'avenir. الزولي يوسف الزولي ديالو حنا الكافي الكندي ميرسي pour l'invitation. Et je t'en prie, donc Moumoua, tu es un ancien militant et toujours en activité, militant depuis de longues dates, et tu as quand même une perception très claire de la situation en Algérie, une analyse très critique. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi l'Algérie semble condamnée à être une dictature? Je dis bien semble, hein, pour laisser quand même un peu elle est une dictature. Est-ce qu'elle est condamnée à demeurer? Je ne pense pas. Pour être une dictature, c'est une dictature. Pour moi, l'une des choses qu'il faudrait rétablir, l'une des vérités qu'il faudrait rétablir, c'est que nous ne sommes ni en République, ni en démocratie en Algérie. Nous avons affaire à un État qui s'est imposé par la force et qui s'apparente plus à une régence qu'à une république. Le bon sens populaire le dit, il n'y a que nos élites qui ne le disent pas, le bon sens populaire le dit, puisque l'analyse qui est courante parmi les Algériens, c'est celle de dire qu'il y a des décideurs. À partir du moment où il y a des décideurs, ça veut dire que la souveraineté leur appartient. Et que cette souveraineté n'appartient pas au peuple. Donc nous ne sommes pas en République. Et quand on voit le fonctionnement de l'État qui est en place, qui est un État despotique, nous ne sommes pas en démocratie aussi. Donc peut-être que c'est l'une des premières choses à rétablir. D'accord. Alors, il y a des gens quand même qui ont lutté pour que cette souveraineté soit effectivement octroyée au peuple. À ton avis, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ces longues années de lutte contre le régime militaire? Parce qu'il s'agit d'un régime militaire aussi. On peut l'appeler régence, mais cette régence a une colonne vertébrale et c'est l'armée, bien sûr. On ne peut pas dire les services de sécurité. Donc, pourquoi ça n'a pas marché, à ton avis, toutes ces luttes? Est-ce que parce que nous n'avons pas eu des leaders qui pouvaient rassembler les oppositions, par exemple? Peut-être que ça va plus loin ici. Alors, l'Algérie combattante, c'était surtout des Mixaounes qui se sont battus contre la troisième puissance mondiale. C'était des va-nu-pieds qui se sont battus pour avoir de l'indépendance. Et ils ne déméritent pas parce qu'ils étaient des Mixaounes, ils ne déméritaient pas. Au bout de 124 ans d'occupation coloniale, les Algériens, pour l'essentiel, étaient des laissés pour compte. Et ce sont ces laissés pour compte-là, ces parias-là, qui sont engagés dans un combat pour leur émancipation, dans une guerre d'indépendance pour leur émancipation. Et c'est assez intéressant de suivre la logique de cette aspiration à l'émancipation. Le mouvement national, c'est une sédimentation, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs générations. La première génération s'est faite ici, dans l'immigration. La première génération, c'est des ouvriers, essentiellement kabyles, qui étaient dans différentes régions de France, que ce soit dans le nord, dans les mines du nord, que ce soit dans la région parisienne, dans les liquides, dans l'industrie automobile, que ce soit dans le sud. C'est la première génération qui a côtoyé le mouvement syndical.
Et l'idée d'indépendance est née dans la dynamique qui caractérisait les luttes ouvrières. C'est dans la transition deuxième, troisième internationale que l'obligation d'aider les colonies à se libérer était faite au Parti communiste. C'est la fameuse 8e clause. Pour ce qui nous concerne en tant qu'Algériens, c'est au congrès de Tours que la SFIC, la section française de l'Internationale communiste, a déclaré vouloir appliquer cette 8e clause, donc qui faisait obligation aux partis ouvriers, aux militants communistes, de contribuer à la libération des colonies. Ça va être très compliqué parce que le PCF, il va avoir des va-et-vient sur la question qui sont assez complexes et qui vont nous compliquer la vie à nous-mêmes. Parce que l'État nord-africain va naître dans l'intercolonial. L'intercolonial, par exemple, Ho Chi Minh faisait partie de l'intercolonial. Il a côtoyé, Ho Chi Minh était à côté des Algériens, à côté de Hadj Ali Abdel Qadr par exemple. Hadj Ali Abdel Qadr qui reste une personnalité à découvrir, puisque ce monsieur était membre du comité directeur de la SFIO, section française internationale ouvrière, et il est passé à la SFIC, il était toujours membre du comité directeur de la SFIC, et c'est lui le véritable interlocuteur du comité, donc du comité de l'international, du comité directeur de l'international communiste. Dans cette dynamique-là, il va y avoir beaucoup de militants, Rajaf, etc. Il y a beaucoup de personnalités à découvrir qui vont s'investir dans cette idée d'indépendance nationale. Mais malheureusement, on aura aussi quelqu'un qui est une personnalité complexe, qui va être Salih Hadj, qui n'est pas le fondateur de l'État nord-africain, loin de là. Il n'est pas le fondateur de l'État nord-africain. Et dans les errements du mouvement communiste français, Salih Hadj va connaître des rapprochements avec le panarabisme naissant en travers Shkib Arslan. Et ça va marquer l'avancée, la trajectoire du mouvement national. L'autre génération, ça va être la génération qui va venir avec la fondation du PPA-MTRD sur le territoire national. Donc c'est essentiellement de jeunes lycéens, c'est Hossein Ahmed, Bennaï Wali, c'est Wali Bennaï, etc. C'est toute cette génération-là qui va éclore, qui n'a plus rien à voir avec l'immigration. C'est des gens qui n'étaient pas sur la première génération d'immigration. Mais dans la sédimentation du mouvement national, on va avoir cette deuxième génération, qui est une génération qui est authentiquement, disons, qui était sur le territoire algérien. Et il y aura une autre génération qui va venir par la suite, c'est la génération qui va investir le combat national dans la guerre d'indépendance. Les trois générations sont différentes. La première est fortement marquée d'un point de vue syndical. La deuxième est plutôt une génération, disons, qui est issue du système éducatif. C'est des gens qui ont fait au moins le certificat d'études ou qui ont commencé à faire le lycée, etc. Mais la troisième génération, c'est une génération de masse. C'est tout le milieu populaire, c'est toute la paysannerie, c'est toute la plèbe, etc., qui s'est investi dans ce monde-là. Et c'est ce qui va faire la complexité de la guerre d'indépendance. Autant la maturation s'est faite en travers les deux premières générations, donc l'État nord-africain qui a porté l'idée d'indépendance, qui a porté l'idée de nation algérienne, d'assemblée constituante algérienne, de souveraineté algérienne. Ensuite, la deuxième génération qui a hérité de cette idée-là et qui l'a portée sur le territoire national avec des épisodes qui sont très marquants, sur lesquels on va revenir. Et enfin, cette éclosion de masse qui quelque part n'est pas tout à fait connectée avec la maturation, avec la phase de maturation. Ce qui veut dire que les idées qui ont été élaborées, qui ont été défendues durant plusieurs décennies, ne sont pas forcément celles qui ont mené
à l'engagement des gens. Parce que le Rachid, pourquoi ils faisaient la guerre? Parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Parce qu'ils étaient dans une telle misère, dans un tel dénouement, dans une telle impasse, que faire la guerre était quelque chose de normal. Et cette idée, que quelque part, il existait l'idée d'une Algérie indépendante, il existait l'idée d'une nation algérienne. De l'autre côté, il existait une impasse historique, un dénouement sans pareil. Et les deux se sont rassemblés dans ce que nous appelons la guerre d'indépendance. Et ça va être très complexe. Ça va être très complexe. Pourquoi? Parce que notre guerre d'indépendance, elle n'a pas eu toutes les assises politico-idéologiques qu'aurait dû avoir une telle action. Elle ne les a pas eues de manière de masse. C'est pour ça qu'on a eu les 2 premières années où il y a eu beaucoup de règlements de compte. C'est pour ça qu'on va avoir par la suite des périodes où on va avoir des entrechoquements entre différentes parties de cette même dynamique de libération. Mais dans cette confusion qui était quand même réelle, il y avait une préoccupation. On sait que les cadres du FLN-ALN faisaient de sorte à mettre à l'abri des cadres, des gens qui étaient prometteurs. C'est dans les maquis, quand les gens montaient au maquis, on disait, ah celui-là, ce jeune-là, il a du potentiel, il ne faut pas qu'il reste dans le maquis parce que l'armée française va le tuer, il faut qu'on le sorte aux frontières pour qu'il puisse être un cadre de l'Algérie de demain. Et ça, c'est quand même quelque chose de généreux. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'on lit, par exemple, les mémoires de Ben Yilles, qui a fini comme général, comme commandant des forces navales de l'Algérie indépendante, il raconte comment est-ce qu'il s'est retrouvé devant Amran et qu'Amran a décidé comme ça, toi tu vas faire la maline, et hop, on t'envoie en Syrie pour faire la maline. Donc les gens qui étaient aux frontières, c'est ça la complexité des choses. Les gens qui étaient aux frontières, c'était, disons, la crème des gens qui sont engagés dans le combat national. Mais cette crème-là va se retourner, et c'est ça sur lequel on doit réfléchir. Cette crème-là qui était destinée à être un atout pour la nation, va au final se retourner contre la nation et la servir. Pourquoi? Parce qu'aux frontières, il y a eu, je suis d'accord avec Youssef, qu'il y a un pouvoir militaire. Mais il n'est pas simplement militaire. Il est militaro-bureaucratique. Parce que ce qui s'est passé sur les frontières, et essentiellement en Tunisie, c'est la constitution d'une bureaucratie militaire. Donc on a eu un certain nombre de cas, des gens qui se sont recyclés. Donc des gens, on parle souvent des DAF, mais on ne parle pas des anciens militaires, des enfants de Khaïd, de Bachara, etc., qui ont rejoint le combat national. On ne parle pas des influences qui sont des influences orientales, celles de Nasser ou d'autres, ou celles de la France elle-même sur ce qui se passait aux frontières. Et ce qui devait être un atout pour nous, à l'indépendance, est devenu un véritable problème. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je reviens sur ça? Parce qu'il y a un champ dans lequel il faut assumer le combat. Ce champ, c'est un champ symbolique. C'est celui de l'unité nationale. Le champ symbolique de l'unité nationale est un champ essentiel à tout combat. Le régime algérien tel qu'il existe aujourd'hui a son récit. Son récit, il est tout simple. Les politiques, le pluralisme politique a amené à l'impasse. Le dépassement de cette impasse de pluralisme politique a amené le sursaut révolutionnaire de novembre. Novembre, c'était l'unité de tous les Algériens. On aboutit à 62, on est confronté au wilayisme, donc il fallait combattre le wilayisme. La conception bureaucratique centralisée de l'État a permis de contrôler, de minimiser, d'endiguer le danger wilayiste, et on a mis en place l'État algérien, qui est une restauration de l'indépendance nationale. Vous voyez, une restauration de l'indépendance nationale, donc qui prolonge l'État algérien qui était puissant dans la Méditerranée au moment des Ottomans. Ça, c'est le récit officiel. Et malheureusement, ce récit officiel, nous ne l'interrogeons pas, nous ne le critiquons pas, et nous n'élaborons pas un récit alternatif. Nous n'essayons pas d'avoir notre propre récit
du déroulement de ces phases-là et du combat national. Et ça nous affaiblit. Beaucoup de militants aujourd'hui, quand ils interviennent, ils disent écoutez, je veux que le départ du système, mais l'État algérien, moi, je ne critique pas l'État algérien. Il y a un problème. Parce que le pouvoir d'un État ne peut être que conforme à la nature de cet État-là. Si le pouvoir est mauvais, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'État qui permet l'émergence de ce pouvoir. Il n'y a pas de césure entre l'État et le pouvoir. Il ne peut pas y avoir de césure entre l'État et le pouvoir. Il peut y avoir une césure entre l'État et la société. Ça, c'est connu. Mais qu'il y ait une césure entre un pouvoir et un État, ce n'est pas possible. Et notre faiblesse, à mon sens, c'est celle qui concerne le récit national. La crise de 62, nous ne l'interrogeons pas suffisamment. En 62, le récit de Chérif Belkacem, de Chérif Belkacem et ses amis, parce que Chérif Belkacem, c'était la matière grise de Boumediene, du groupe autour de Boumediene. Le récit, c'est quoi? On allait vers une guerre civile entre les wilayats, et eux, les super champions de l'armée des frontières, sont venus pour sauver l'Algérie. Et ils ont sauvé l'Algérie. D'où, tu vas dire quelque chose? mais ça, nous savons que c'est faux, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est le récit. Nous n'allons pas leur accorder beaucoup d'importance, Mohamed. Justement, tu parles de l'été 62. Ce que l'écrasante majorité des Algériens aujourd'hui ne savent pas, c'est qu'il y a eu une guerre fratricide qui a fait 1500 morts. Est-ce que l'Algérie ne paye-t-elle pas une forme de malédiction puisqu'il y a eu quand même ce mauvais départ? Le pouvoir algérien tel qu'il a été installé en 62 est issu de cet été 62. L'été 62, donc 19 mars, c'est le feu. On va jusqu'au 1er juillet, référendum sur l'indépendance. 3 juillet, et ça il faut le souligner par exemple, 3 juillet, indépendance. Nous sommes dans le jour de l'indépendance aujourd'hui. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. C'est pas le 5 juillet. Le 5 juillet, ça fera 60 ans et 2 jours. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que l'Algérie a accédé à l'existence en tant qu'entité juridique sur la scène internationale. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qui s'est passé durant l'été 62, c'est quoi? L'armée des frontières qui a tenté un coup d'État contre le GPRA, l'état-major général qui a tenté un coup d'État contre le GPRA déjà avant l'indépendance, et qui était arrivé, disons, à modus vivendi, un semblant d'accord avec le gouvernement provisoire, va décider de rentrer, de mener une compagnie, la seule compagnie qu'ils ont menée. C'est la seule compagnie militaire qu'ils ont menée. Ils vont mener une compagnie pour prendre Alger. Donc ils rentrent par l'est et par l'ouest avec des unités motorisées, lourdement armées, et ils vont du côté de Ain Deflaï, du côté de Bouhari, de Afron, ils vont se confronter aux unités de la Wilaya 4, essentiellement, c'est essentiellement la Wilaya 4. Ils vont écraser la Wilaya 1 en venant de l'Est, ils vont écraser la Wilaya 1, et ils vont prendre en étau le centre du pays et investir Alger militairement. C'est-à-dire que les gens que les moudjahidines de l'intérieur avaient envoyés à l'extérieur pour qu'ils deviennent les futurs cadres de l'État algérien. Ces gens-là, c'est ces gens qu'on a, la crème des maquis, qu'on a soustrait à la mitraille française. On en a fait un instrument de domination, le processus qui s'est mis en place, on en fait des mécanismes de domination, des outils de domination sur le peuple algérien. Durant l'été 62, qu'est-ce qui s'est passé? L'état-major, en avançant sur Alger, a choisi de changer la dénomination des unités. C'était des unités de l'ALN, celles qui étaient aux frontières. C'était des unités de l'ALN. C'était l'ALN aux frontières, c'était l'ALN en dehors du pays, qui était stationné au Maroc et au Tunisie.
lorsqu'elles étaient en campagne pour prendre Alger, elles sont devenues l'ANP. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui l'armée nationale populaire, on pourrait croire que quelque part, il y a eu une assemblée, il y a eu la constituante, il y a eu la première assemblée nationale algérienne, etc., qui a discuté, qui a dit, bon, l'ALN a combattu le colonialisme, aujourd'hui on est indépendant, on va changer la dénomination, on va prendre un décret ou une ordonnance ou je ne sais pas quoi, et on va la dénommer Armée nationale populaire. Ça s'est passé dans un communiqué de presse de Boumediene à l'approche de Msila. Voilà. Il a dit, nous sommes l'ANP. Aujourd'hui, on nous rabat les oreilles avec l'ANP héritière de l'ALN. Ces questions-là sont quand même importantes. Sont sensibles. La dénomination ANP n'a aucune légitimité politique. Aucune. Et elle correspond à un coup de force contre les unités qui avaient survécu à la guerre avec les... Deuxième élément, en avançant vers Alger, l'état-major général a mis en avant un mot d'ordre que vous connaissez tous. Un seul héros, le peuple. Quelle générosité. Un seul héros, le peuple. C'est généreux, ça, c'est extraordinaire. Mais sachez bien que c'est l'état-major général qui a mis ce mot d'ordre en place. Et quelle était la finalité de ce mot d'ordre? C'était de disqualifier les véritables héros. Ça veut dire que entre Boumediene et Mouhamadou El Hadj, il n'y a pas de différence. Parce que Mouhamadou El Hadj n'est pas un héros, Boumediene n'est pas un héros, le seul héros c'est le peuple. Donc, celui qui veut se montrer comme un héros, il sort du consensus, il sort. Ça aussi c'est un élément important. Et ces éléments-là, ils sont constitutifs de quoi? Ils sont constitutifs d'un chantage à la guerre civile. Ça veut dire que les unités à la frontière ont dit ou c'est nous qui prenons le pouvoir, ou c'est la guerre civile. Et le problème se posait comme ça, durant l'été 62. Il n'y avait pas de wilayisme. C'est quoi le wilayisme? Ça veut dire que la wilaya 2, 3 et 4, qui ont dit que la légalité de la révolution algérienne, c'est le GPR. C'est le CNRA et le GPR. Et en dehors de ça, on ne peut pas reconnaître d'autres légalités. Par la force des armes, l'armée des frontières a imposé un gouvernement qui n'était pas dans cette légalité. Elle ne l'a pas seulement imposé par les armes, mais par la menace d'une guerre civile. Et c'est là que naît quelque chose d'essentiel dans l'ADN du régime, c'est le mythe du séparatisme kabyle. Parce qu'en vérité, le mythe du séparatisme kabyle, il vise quoi? Il vise la wilaya 3 et la wilaya 4, essentiellement. Ça veut dire que c'est eux qui ne sont pas dans le nouveau consensus. Et à partir du moment où ils posent des problèmes, donc c'est des séparatistes. Ça, c'est un moment essentiel de notre histoire. Merci Mohamed. Tu as été vraiment clair. On va essayer de donner la parole à l'assistance et tu vas rebondir dans ton raisonnement. Donc, s'il est possible, les interventions seraient mieux brèves et concises, si c'est possible, dans la mesure du possible. Donc, la parole Bonsoir tout le monde. Mohamed, tu fais référence à le coup d'État contre le GPRA en 62 à Tripoli. Tu as omis peut-être, et ce serait bien que tu en parles, c'est le premier coup de force suite au congrès de la Soumane, qui, faut-il le rappeler, a fait passer l'insurrection armée à une révolution parce qu'il y a eu des fondamentaux idéologiques. Ça, c'est... Pardon? Oui. A fait passer donc l'insurrection armée à une révolution parce qu'il y a eu des résolutions idéologiques, entre autres les fameuses résolutions de la primauté. Or, en 1957, ça a été le premier coup de force contre le CCE et le CNRA. Ça, je pense qu'il faudrait adjoindre à ton analyse en termes d'éléments. Il faut dire aussi que le congrès de Tripoli, ça a été un congrès qui ne s'est jamais clôturé. Ce qui fait que même toutes les décisions qui ont été prises, à part le vote, au-delà des procurations, etc., on ne va pas embêter l'assistance, du vote,
se posait un problème derrière tout ça, c'était le bureau politique qui se cachait derrière. Et le coup de force du CN contre le CNRA et le CCE en 57 a fait que Abdan a été mis en minorité. Et c'est là où ils ont ouvert le CNRA, et sur les 4/5e, ils étaient tous officiers, des militaires, et l'EMG a été créé bien plus tard. Et c'est le CCE qui s'est transformé en GPRA, et c'est un problème d'ordre politique. Et finalement, dès 57, il y avait une stratégie de prise de pouvoir, à mon sens, des militaires qui étaient stationnés surtout aux frontières pour la prise de pouvoir pour le pays. Mais ça, c'est un vaste débat avec en 2 heures de temps, on ne pourrait pas terminer. C'est sûr. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est Non, très bien. Moi, je pensais qu'on allait parler de l'actualité. Ça fait partie de l'actualité. Pardon? Ça fait partie de l'actualité. Oui, mais ça, c'est du passé. C'est du passé, c'est ce qui a créé l'actualité. Moi, je voudrais qu'on en parle beaucoup plus de ce qui se passe maintenant. De ce fameux 5 juillet qu'on est en train de fêter et tout ça. Et moi, je voudrais qu'on en parle de ça, si c'est possible. Oui, bonjour. Je vais profiter de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas remis les choses en place, on a admis des choses. L'armée on appelle l'armée des frontières. Quand on dit les choses tordues, c'est quoi un médecin juste? C'est celui qui a au moins soigné une personne, c'est celui qui a soigné. C'est ce que c'est qu'un maçon, c'est celui qui a construit une maison. On peut avoir ce titre-là. Donc quand on parle des anciens combattants, quand on parle des moudjahidines, tiens, un maquisard, qu'est-ce que c'est qu'un maquisard? Maquisard, c'est celui qui a pris le marqué au moins un jour dans sa vie, qui a mis sa vie en jeu. Donc là, un petit peu l'arnaque, elle s'est faite à ce niveau-là. L'armée des frontières, c'est quoi? Est-ce qu'on peut, on peut les qualifier de maquisards, ou c'est moudjahidines, etc. Les gens qui sont restés en dehors. En 62, donc, ils avaient la légitimité. La légitimité du maquisard, cette légitimité qu'on ne peut pas lui enlever. Et les journées qui sont laissées au-delà des frontières, c'est quelle légitimité? Non, c'est la légitimité de la force. Ils ont mis sur la balance que la force, strictement la force. Ce qui n'arrangeait pas, ils l'éliminaient. Le congrès de la Soumam, la plateforme de la Soumam, etc., ça ne les arrangeait pas, ça n'entrait pas dans leur calcul, parce qu'il y avait des calculs derrière ça. Et quand tu disais si bien la révolution pour le peuple et par le peuple, etc., c'est pour cacher ça, cette fameuse légitimité qu'ils n'avaient pas. Voilà. Donc, la question, elle est quoi la différence? Ma seule question, elle est où la différence entre l'armée française, donc qui est rentrée à ses défrages le 5 juillet, c'est ça, le 5 juillet 1830, et puis ces maquisards qui sont rentrés enfin ces maquisards, cette armée Le 9 septembre. qui sont morts en 62. Voilà, je voudrais juste avoir la différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce rappel un peu historique sur les différentes générations justement qui ont contribué donc entre parenthèses à l'indépendance. Mais vous avez parfaitement raison de dire qu'aujourd'hui on ne peut pas construire le demain avec des mensonges, des incertitudes. Je m'appuie sur des témoignages des gens qui ont fait la guerre d'indépendance, qu'ils étaient dans l'intérieur et l'extérieur à la fois. Donc réduire l'armée des frontières, comme vous dites, à Boumedienne et quelques... Elle est composée de quoi l'armée des frontières? Il faut qu'on dise les vérités. Pas non plus... D'abord, pour commencer, le premier coup d'État, il a eu lieu quand Kamel Belkacem a perdu le ministère des Armées, en 58.
Comment il l'a perdu? Grâce à qui? Eh bien, tout le monde le sait, comment il a perdu. Après, bon, on l'a chargé de négocier les accords d'Évian, mais il savait très très bien que celui qui va détenir l'armée en 62 prendra le pouvoir. C'est une évidence. Après, l'armée des frontières, elle est composée humainement de qui? Elle est composée des gens qui sont partis d'ici, par exemple. Il y en a beaucoup, j'en connais, qui sont partis directement en Tunisie. Voilà. Et ils est préparée pour l'après-indépendance. Elle est composée, quand vous dites, des jeunes intellectuels, entre parenthèses, des lycéens, qu'on a envoyés exprès pour la formation. À Mérouche, on a envoyé d'autres, Mira, on en connaît, ils sont revenus, ils sont devenus des directeurs d'hôpitaux, etc. Ben, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait des études. On en a besoin. Après, quand même, il ne faut pas oublier que moi, j'en connais des gens qui étaient dans l'intérieur jusqu'à 59-60. Pour des raisons médicales, ils se sont retrouvés en Tunisie. Ils ont fait l'intérieur et l'extérieur. Donc, à l'indépendance, ils sont rentrés avec l'armée des frontières. Je pense, à mon avis, il est quand même dangereux de réduire. J'essaie de comprendre l'histoire comme vous. Je ne prends pas position. Je pense que ce qui s'est passé avec l'armée des frontières, c'est l'élite. C'est le commandement d'armée des frontières qui a emmené justement, qui a emmené tout ça, donc, avec bien sûr quelques alliés, la wilaya 1 et 2, etc., qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Mais de grâce, quand on fait l'histoire et qu'on essaye de comprendre la vérité, il faut quand même dire que le 29e bataillon, parlons-en, le 29e bataillon, il est composé de Moudjahidines issus de la wilaya 3 qui sont partis à Ghardima ou en Tunisie pour chercher des armes. Ils n'ont pas pu revenir à cause du renforcement des barrières des frontières. Boumdine a créé ce qu'on appelle le 29e bataillon. Donc vous consultez n'importe quel Moudjahid aujourd'hui, vous dites c'est quoi le 29e bataillon, il va vous dire c'est le 29e bataillon composé de Djono de la wilaya 3 qui sont restés aux frontières pour des raisons médicales, parce que certains ne peuvent pas revenir, parce que les conditions sont telles et telles. Donc aujourd'hui, après ce que vous dites, la chose qui est la plus intéressante, excusez-moi, je termine par ça, ce que vous dites, c'est qu'on est obligé de comprendre pour guérir toutes ces plaies-là, qui viennent de cette période difficile, on est obligé de comprendre. Regardez aujourd'hui le Hirak. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec le Hirak? C'est quand même l'élite qui l'a trahi. C'est l'élite, c'est pas le peuple. Le peuple, il a fait son devoir. Il est sorti dans des rues pendant des années. Et aujourd'hui, quand je discute avec des amis qui sont en Algérie, tout va bien. En fait, les Jeux méditerranéens, le 5 juillet, j'ai eu une promotion, ceci, cela, je suis devenu ministre, etc. C'est l'élite qui a trahi le peuple. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il est tellement malin, intelligent, il faut surtout dire qu'il est intelligent. Donc il faut inventer d'autres armes, d'autres façons de faire. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on n'a rien produit, ça fait des années, on tourne au rond, et que je pense, je vais m'arrêter là, s'il vous plaît, je pense à mon avis, on a besoin de comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de témoignages des gens qui ont fait la guerre d'indépendance. La plupart sont partis sans écrire aucun livre. Donc aujourd'hui, on peut tout dire, parce que rien n'a été écrit sur cette période-là qui est difficile. Voilà, merci. Oui, vas-y. Bon, المسألة شوية قبيلية. معلش On m'entend. وكان يخدم من لا كيغ ليبيراسيون روحنا للكفول. سليمان في l'armée des frontières. ميم وكان يكشمن في غردي معه في الوجدة. قايد حمد وتوسا فات. مزيان. كنت يدور شاب يتوقع لسا. ذلك واحد لله. Nous sommes un peuple soumis. On a peur, on a la tremblote. Il n'y a aucune personne qui peut donner la solution. On est dirigé par un régime dictatorial militaire qui a des armes sophistiquées, des armes russes principalement. Contre un régime comme ça. Parce que la solution, il faut que ce régime s'en aille. Mais pour le faire déguerpir, c'est pas facile. C'est une lettre d'Awa. Les interventions, non, pour élaborer au moins des semblants de solutions.
quand on est écrasé, là, on ne peut rien dire. Dites-moi, vous savez, c'est la débandade totale, c'est la peur. Même la vie chère et tout, c'est un régime parfaitement impopulaire, anti contre nous que contre son peuple. Hein, Galana, c'est ça que moi je Merci, voudrais. merci. Voilà. La dernière. En fait, moi, il me semble que l'analyse doit d'abord commencer par le problème idéologique. Parce qu'en fait, c'est un changement idéologique qui, en 49, bien avant 36, qui a mené l'Algérie où elle est aujourd'hui. C'est à partir du moment où Sali a changé d'épaulé, il a donc épousé l'arabo-islamisme, le panarabisme qui a créé le problème que nous vivons jusqu'à présent. C'est vrai que bon, pour moi, il y a eu 3 crises, 49, 57 et 62, et toutes elles sont liées au panarabisme. 49, c'est la remise en cause, donc ce qu'ils appellent les berbéristes, mais en fait, c'est la remise en cause de l'Algérie algérienne. 49, 57, c'est la même chose avec l'assassinat d'Abdel. Et 62, c'est kiff-kiff. En fait, c'est la prise en main de Bonguil, qui était un panarabiste engagé pour mener l'Algérie vers le panarabisme, vers l'arabisation. C'est ce problème-là qui n'a jamais été remis en cause, qui nous a mené au problème actuel. Parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à dire que nous ne sommes pas des Arabes. Nous n'arrivons pas à nous dégager de ce monde arabo-islamiste, alors qu'on n'est pas des Arabes. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous dire on est des Algériens. On veut une Algérie algérienne. Donc ma question est, est-ce qu'il ne faut pas changer d'épaulé et commencer à réfléchir à comment poser les questions, enfin, que les historiens commencent un petit peu à poser les bonnes questions et aller au fond des choses et comprendre le mouvement national, comment il a été, comment il est dirigé, comment il a changé d'épaulé, etc. À mon avis, c'est comme ça qu'on peut arriver à... Merci Hamid. Qu'est-ce qu'il y a, Zahir? Je vous l'appelle. Moi, je découvre juste une chose, c'est qu'un écrivain et un journaliste continue à parler des faits d'armes d'une révolution. Alors que la révolution, c'est pour se libérer. C'est un socle philosophique. Il faut avoir un socle philosophique. Et c'est pas Amer Roche avec sa mitraillette qui est un symbole de la révolution. C'est une question d'idée, parce que la révolution française, elle a donné le siècle des Lumières. Nous, qu'est-ce que la révolution algérienne a donné à l'humanité? Si elle n'a rien donné, ça veut dire que c'est pas une révolution. Et après, tu commences à parler de wilayéisme et séparatisme. En quoi c'est un crime de vouloir se séparer d'une dictature? D'accord, Zahir. Alors, à mon avis, ce qu'on essaie de discuter, c'est une question éminemment idéologique. Parce que les faits historiques, ils sont établis, excusez-moi, qu'on ne va pas les changer. C'est plutôt la lecture qu'on tire de ces faits historiques-là, sur lesquels il s'agit de réfléchir et de se positionner. Le récit dominant est celui de la régence. Le récit dominant aujourd'hui, c'est celui de la régence. Or, ce qu'il faut déconstruire, et c'est le rôle de l'élite, justement, c'est le rôle de l'élite, c'est qu'il faut déconstruire ce récit de la régence et mettre en place, offrir aux luttes populaires un autre récit. Prenez le mot recouvrement de l'indépendance nationale. C'est un mot qui est au courant, on dit toujours le recouvrement de l'indépendance nationale. Ça veut dire qu'on était indépendant auparavant. Je peux adhérer à ça, si c'est clair. Si on me parle de l'État ziyanide, si on me parle de l'État hafsid, si on me parle du royaume de Koukou, si on me parle de l'Aqal'anat Abbas, si on me parle du roi Toumi d'Alger, oui, il y avait des souverainetés sur le territoire du Maghreb central et de l'Ifriqiya. Ça, c'est indéniable. Mais en 1515, ça s'est arrêté. En 1515, nous sommes rentrés dans une trappe de domination qui a duré jusqu'à 62.
et qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Or, dans la tête de Moulay Qasim Ben Qasim, non, c'est 1515. Alors, 1515, c'est l'arrivée des Turcs. 1515, c'est l'arrivée des Turcs. Les Turcs vont liquider ce qui restait du pouvoir Hafsid. Vont liquider ce qui restait du pouvoir Hafsid. Ils vont liquider le royaume ziyanide à l'ouest. Ils vont gommer complètement le roi Toumi d'Alger, qui est une petite principauté. Et ils vont rentrer dans un jeu d'alliance et de guerre avec un Abbas de Koukou. Ça, c'est des faits connus. Mais la question de la souveraineté, à quel moment on situe notre souveraineté? On n'est pas une terra nullis, sauf à justifier le colonialisme. On n'est pas une terra nullis. Il y avait des souverainetés avant. Massinissa était une souveraineté. Les Almohades étaient une souveraineté. Ces questions-là sont à réfléchir. Ce qui veut dire qu'il faut produire un discours autour de ces questions-là. Vous produisez un discours dans le sens de la nation kabyle. Vous, toi et tes amis. Non, ce qui veut dire que vous faites ce travail-là. Vous le faites. Ce qui veut dire que les faits historiques peuvent être interrogés pour produire un récit national qui sert de socle aux luttes. Alors, donc nous sommes dans l'actualité en vérité. En vérité, nous sommes dans l'actualité. Parce que selon qu'on reconnaisse la légitimité ou pas de ce qui a été fait depuis 1962, les tâches politiques qu'on définit sont différentes. Les tâches politiques qu'on définit sont différentes. Si, c'est pas d'histoire. C'est pas d'histoire, c'est des luttes politico-idéologiques. Et qui ne vont pas être menées dans les marches, qui ne vont pas être menées dans les mouvements de masse. C'est des choses qui doivent être discutées par des gens qui sont censés produire du discours, produire des idées. Et ça, nous avons un grand retard sur ça, un énorme retard sur ces questions-là. Prenez un autre exemple. On nous dit que la légitimité du régime qui était en place, la légitimité de la régence d'Alger, la nouvelle régence d'Alger, c'est quoi? C'est qu'elle a eu une politique de développement national. C'était une politique développementiste. Examinons les choses. N'importe quel pouvoir qui aurait hérité de l'Algérie telle qu'elle était en 1962, c'est-à-dire que dans un état de paupérisation extrême, de dénouement total, n'aurait pas pu faire l'économie d'un plan de développement un tant soit peu ambitieux. D'ailleurs, la France coloniale elle-même en était arrivée à cette conclusion et avait mis sur pied le plan de Constantine. Et le plan de Constantine va se retrouver dans les politiques des gouvernements algériens. Donc finalement, oui, un genre de plan Marshall. Donc finalement, ces politiques économiques, quelle légitimité peuvent-elles donner? Elles peuvent donner une légitimité conjoncturelle. Mais sur le plan historique, si on essaye de voir les choses, sur le plan historique, leur portée aujourd'hui, on voit que ces politiques-là n'ont pas assis une économie authentiquement algérienne, mais une économie nationale qui soit dynamique, qui soit capable d'innovation, etc. Et même plus grave, on peut aisément et légitimement les qualifier de processus de paupérisation. C'est des politiques qui ont appauvri l'Algérie alors qu'elle avait des atouts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, nous avons moins de moyens de développement que nous n'en avions en 1962. Le constat est amer. Ça veut dire que le pouvoir qui est en place depuis 60 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a externalisé l'accumulation. Il y a eu de l'argent qui a circulé, ça devait produire du capital à l'intérieur du territoire, ça n'a pas produit de capital à l'intérieur du capital, par contre ça a produit du capital à l'étranger, tout ce que nous connaissons comme accumulation au niveau des gens de système. Donc, au contraire, ça devrait délégitimer le pouvoir. Et ça, par exemple, c'est pour ça que c'est des choses qu'on doit analyser. Jusqu'à 77, on va avoir un processus d'investissement, de développement, etc., où le pouvoir est plutôt
à l'initiative. À partir de 77, ils vont se rendre compte de quelque chose. La fameuse finale, la fameuse finale du 5 juillet, etc. Les premiers soubresauts de revendication démocratique et tout ça. Ils vont se rendre compte que cette politique de développement faisait monter les couches moyennes et que ça allait, d'une manière ou d'une autre, atteindre le socle du régime. Et bien, à partir de ce moment-là, on va voir une réorientation qui va arriver à ce qui a été qualifié de politique néolibérale avec Chadli. À partir de Chadli, on n'a plus de politique d'investissement. On a une politique de consommation. Et cette consommation va accélérer la paupérisation nationale, va accélérer les transferts de capitaux vers l'étranger. Parce que le pouvoir en place, il analyse la société. Il essaye de la comprendre. Et il met en place ses propres politiques. Si on n'est pas capable de démonter ces politiques-là, on est coincé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, Tebboune et consorts, Tebboune et Chindreha et consorts, essayent de revenir, soi-disant, à l'aura de Boumediene. Mais le régime de Boumediene n'est pas un modèle en termes de développement. Il n'est pas un modèle en termes de développement. Pinochet, s'il avait été en Algérie, on aurait fait la même chose. Il avait un peuple qui était... Vous mettez Pinochet en Algérie avec un peuple qui est totalement analphabète, totalement démuni, une paysannerie pauvre à l'extrême, etc. Vous pensez qu'il ne va pas mettre en place des usines, qu'il ne va pas mettre en place des politiques agricoles, qu'il ne va pas mettre en place un minimum d'enseignement, etc. Le premier souci d'un État, quelle que soit sa nature, démocratique ou dictatoriale, le premier souci d'un État, c'est de stabiliser la situation sociale. C'est d'avoir un minimum de paix civile. Même la pire dictature, c'est sa préoccupation. Le problème, c'est que la contestation fait que ce n'est pas les mêmes conditions dans une dictature ou dans une démocratie. C'est ça la différence. Or, Boumediene, ce qu'il a fait, il a servi des clientèles. Il a consolidé. Et le cœur du problème, c'est les libertés. Le cœur du problème, c'est les libertés. C'est-à-dire que dans une société, si on reconnaît la société comme partenaire, si on se conçoit en tant qu'État et pouvoir comme émanation de la société, donc on conçoit l'expression de la société comme une expression légitime, on l'écoute. Très bien, très bien, Mohamed. Alors, j'ai une petite question pour toi. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu étais optimiste et que le changement pouvait arriver en Algérie et même rapidement. Alors, qu'est-ce qui motive cette affirmation? D'abord les 3 années qu'on vient de vivre. Lorsque les Algériens disent c'est une rupture majeure. Un mot d'ordre, c'est une idée. Et sa portée, c'est le niveau d'adhésion de la population à ce mot d'ordre-là. On est parti en février avec des idées complètement saugrenues qui venaient des services. Bouteflika, Yar Maroki, Makash al-Khamsa, même des mots d'ordre qui peuvent paraître comme positifs, Djamhouria Machi Mamlaka, etc., etc. Ça, c'est très générique et ça n'indiquait pas grand-chose à mon avis. À partir du soir de la démission de Bouteflika, où le jeune Bakir, qui n'est pas de ma famille, a lancé sur MBC ce mot d'ordre de Haouga, et quand on voit comment est-ce que ce mot d'ordre a été happé par le mouvement populaire, comment est-ce qu'il a été adopté, ça renseigne sur l'état d'esprit de la société. À suivre les différentes manifestations sur les 3 ans, quelles sont les questions qui revenaient? La première question qui revient, c'est celle du contrat social. Dans toutes les interventions, dans tous les débats, la question du contrat social était omniprésente. Nous sommes Algériens, qu'est-ce qui nous permettra de vivre ensemble? La deuxième, c'est le pluralisme. Il faut qu'il y ait respect du pluralisme. Et ça, même dans des régions aussi éloignées que etc. Même à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'on peut me dire, bon, d'accord, ça c'est la vitrine algéroise. Ouais. Ensuite, on a la question de la paix civile. Et ça, on règle l'été 62. Les Algériens disent, on doit être pacifique. On doit régler nos problèmes par le dialogue.
Donc on sort de ce chantage à la guerre, de ce chantage à la guerre civile. C'est vrai que l'expression du mouvement populaire a reculé. On peut y trouver beaucoup d'explications. Il y a la répression, il y a la crise sanitaire, etc., etc. Mais à mon avis, ce qui indique que l'issue n'est pas loin, et c'est ça le plus important, c'est l'incapacité de la Régence à formuler une proposition politique. Ils sont incapables de formuler la moindre proposition politique. Ils peuvent faire des écrans de fumée, les Jeux olympiques, les Jeux méditerranéens, ou les 2 jours dans la Green Zone. Là, ils viennent de faire une Green Zone à Alger, où ils vont faire je ne sais pas quel spectacle. Mais ils sont incapables de mettre sur la table une proposition politique qui puisse être discutée. Ils sont incapables. S'ils sont incapables d'une telle proposition politique, c'est que nécessairement leur chute est proche. Ils ne peuvent pas nous le faire un coup à la 89, à mon avis. Hein. À mon avis, ils ne peuvent pas nous le faire un coup à la 89. Et acculés par la société, parce qu'il y a un niveau de conscience qui est quand même très élevé au niveau de la société, acculés par la société, et d'un autre côté, affaiblis par leur propre guerre civile, parce qu'ils vivent une guerre civile. Il n'y a pas un État au monde qui a une vingtaine de généraux en prison. Hein? Une quarantaine de généraux en prison. Ou qui a des centaines d'officiers qui font partie de ces chaînes de commandement qui sont poursuivis pour moult affaires. Je parle des gens qui sont en tribunal de Blida. D'accord? Ouais, c'est un camarade et un ami. Il faut qu'on voit cette incapacité. Ce qui veut dire que les Guinéens, qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire croire? Ils essaient de nous faire croire qu'ils sont l'émanation toujours de cet État national, démocratique, patriotique, etc., qu'ils ont la toute-puissance, et que finalement, il y a eu un chahut de gamins, comme a dit Ali Ammar en 100 ans, en 88, il y a eu un chahut de gamins, et ce chahut de gamins, c'est fini, la création est terminée, on revient aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est leur départ, ils partiront. Maintenant, notre vigilance, ça doit porter sur quoi? Donc, d'abord, il faut légitimer les luttes populaires, et c'est pour ça que la question de revenir sur les faits historiques, de construire un récit, tout ça c'est important. Mais en même temps, ça définit des tâches. Dans toute son existence, la nouvelle Régence d'Alger, elle s'est appuyée sur un outil qui est imparable. C'est la police politique. Elle s'est appuyée sur la police politique. Donc, demain, s'il doit y avoir une transition, s'il doit y avoir une décantation qui se fait dans les semaines, dans les mois à venir ou dans les années à venir, il faudrait que nous arrivions à définir un certain nombre de repères sur lesquels on va dire oui, là, on est sur la bonne voie. Là, ça ouvre une nouvelle perspective. Est-ce que nous en sommes capables? Oui, je dis que nous en sommes capables. À mon avis, il faut légitimer un moyen de lutte qui est essentiel. Parce que les moyens de lutte ne tombent pas du ciel. Quand on se révolte contre un pouvoir, il y a deux façons de faire. Il y a deux grandes voies. Soit on va vers la militarisation, ce que tous les Algériens refusent, soit on reste dans le pacifisme, mais on instaure le rapport de force. Et dans cette voie du pacifisme, il y a un moyen qui s'appelle la grève générale. La grève générale, à mon sens, il faut la légitimer, il faut la préparer, il faut construire ces moyens. Parce que ce n'est pas en reprenant les manifs de vendredi qu'on va s'en sortir. Donc, les élites doivent travailler d'abord sur ça. Deuxième élément, je pense qu'on doit faire la distinction entre la chute du pouvoir et la période de transition. La chute de pouvoir, c'est un moment de rupture. C'est un moment de balancement. Et on doit arriver à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une grève générale qui va les obliger à partir. Partir, ça veut dire quoi? Ben, c'est des choses tout simples. Hein? C'est des choses toutes simples. Qu'il y ait un gouvernement d'union nationale.
que le gouvernement, qu'il y ait dissolution des assemblées, Assemblée nationale, Sénat, dissolution des assemblées fantoches, mise sur pied d'un gouvernement national, On exige. Même on exige. mise en place d'un gouvernement d'union nationale et définition des tâches les plus immédiates. Les tâches les plus immédiates, qu'est-ce que ça peut être? La première tâche, à mon avis, d'après ce que je vois, la première tâche, c'est un comité national de gestion des appareils de sécurité et de l'armée, qui soit différent du gouvernement d'union nationale. Mais il doit y avoir un comité national qui peut être formé d'anciens militaires, d'anciennes personnalités, etc. Mais qu'on puisse gérer le retour de l'armée aux casernes, qu'on puisse gérer le retour des appareils de sécurité à leur mission constitutionnelle dans n'importe quel État démocratique. Ça ne peut pas. Parce que oh oui, d'accord, on se retire du comité central du FLN, 88. Ils avaient combien? Ils avaient une cinquantaine de colonels dans le comité central du FLN. Oh oui, on se retire du comité central du FLN. Ils ne se sont pas retirés de la décision politique. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on était comme force politique en 88, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir l'agrément. On ne s'est pas posé comme des partenaires de la transition. On n'a pas dit qu'il doit y avoir une conférence nationale pour sortir du parti unique vers le pluralisme. Pour qu'on discute tous ensemble de ce chemin à parcourir et des choses à mettre en place. Non, on voulait juste pouvoir passer à la télévision, pouvoir diffuser notre discours publiquement, etc. Et ça a été une grave erreur. Ça a été une très grave erreur. Gouvernement d'union nationale. Une commission nationale pour gérer les appareils de sécurité et l'armée. Et le retour à des fonctions constitutionnelles normales. Une conférence nationale pour adopter une déclaration sur les libertés qui soit une déclaration supranationale. Pourquoi? Parce que dans la transition, il faudrait que l'expression de tout un chacun soit garantie. Il faudrait que le respect des différentes opinions puisse être garanti. Et ça, à mon sens, ça peut être l'objet d'une instance nationale distincte. Et on arrive à l'élection d'un président de transition. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent vous n'avez pas de proposition. Vous voulez une transition, vous n'avez pas de transition. Il y a des propositions. Il y a des gens, par exemple, qui proposent que Tebboune. Il y a des gens qui proposent que Tebboune. Aujourd'hui, c'est la marionnette. Des militaires. Moi, je suis prêt à accepter qu'ils sont la marionnette du gouvernement d'union nationale. Qu'ils restent en place. Qu'ils passent de marionnette des militaires à marionnette du gouvernement d'union nationale. C'est ça la continuité de l'État? Ok, d'accord, on l'accepte. Et il sera remplacé par un gouvernement de transition. À mon sens, on a des éléments culturels qui sont installés et qu'il faudrait dépasser. C'est lesquels? Il y a les éléments culturels qui sont installés autour du LCD et un peu aussi du FFS, qui sont que la transition serait quelque chose d'assez court, 6 mois à 18 mois, où on va réviser les listes électorales, où on va aménager un certain nombre de petites questions, et après la transition est consommée. Je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi? Parce que pour moi, la transition est une question historique. Nous allons engager une transition qui va nous faire passer d'un État despotique, antidémocratique et antipopulaire vers la construction d'un nouvel État. Ce nouvel État, de mon point de vue, il sera nécessairement un État fédéral. Et ça, c'est mon point de vue à moi, avec d'autres camarades. Cette transition historique, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps. Elle va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si on n'est pas suffisamment intelligent pour la gérer comme une transition historique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que les Tunisiens sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la situation tunisienne. Ça veut dire des aménagements institutionnels
mais qui n'impacte pas la nature profonde de l'État, qui ne le change pas fondamentalement. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, c'est quelque chose à éviter. Merci Mohamed, tu as été très clair. Et c'est une très bonne chute pour le café littéraire. On pourra continuer la discussion autour d'un verre. Merci à toutes, merci à tous. Merci.